Bonjour à tous, merci d'être restés jusqu'à la fin de la dernière session. Alors vous imaginez pas la pression que j'ai, voilà, la dernière présentation de la dernière session, le dernier jour. Vous avez déjà dit plein de choses, et alors c'est pratique pour moi parce qu'il y a des choses que je vais pas avoir besoin de réexpliquer. Qu'est-ce que c'est qu'un marégraphe par exemple, au cas où si déjà vous n'étiez pas au courant. Voilà, il y a plein de choses que j'aurais pas à présenter, donc ça c'est pas mal. Par contre, voilà, je passe après vous tous, c'est un peu impressionnant. Donc voilà, alors je vais vous parler de bouée GNSS et en particulier en fait, de la dernière génération de bouée qui va voir le jour au CHUM. Donc pour ceux qui ont été voir les équipements en fait, qui étaient dans la petite salle à côté, il y avait une bouée, il y avait une bouée GNSS qui était là. Donc un truc un peu triangulaire là, avec des flotteurs rouges et une antenne jaune au milieu. Je vais pas vous présenter cette bouée là. Ça c'était pas une bouée du CHUM. Je vais vous présenter en fait une autre bouée. Alors c'est parti. Alors du coup, voilà, je vais essayer de répondre à certaines questions. Déjà, une bouée GNSS, à quoi ça sert? Quels sont les objectifs en fait de créer une bouée GNSS et de s'en servir? Comment est-ce que ça fonctionne? Et puis, est-ce qu'on peut en voir une? Alors, vous avez déjà un peu, vous avez déjà un peu la réponse. Alors, à quoi ça sert? Bon, on est aux journées REFMAR, on n'est pas venu pour parler de choses qui sont très loin de la marée. Donc en fait, voilà, une bouée GNSS, son objectif principal, c'est mesurer la marée. C'est un marégraphe en fait, et en fait, il a juste des particularités par rapport à d'autres marégraphes, mais son but, c'est de mesurer la marée. Alors vous allez me dire, mais en fait, on sait faire ça. Il y a plein de gens qui ont montré qu'ils arrivaient à mesurer la marée et qui faisaient pas ça avec des bouées GNSS. Donc du coup, pardon? Oui, alors la position du niveau de la mer, ouais. Et du coup, il y a plein de gens qui ont montré que ils savaient déjà le faire. Donc, qu'est-ce que ça permet de faire en plus, quoi? On a des capteurs déjà qui existent, voilà, radar, ultrasons, flotteur. On a vu le RTG, on a vu, voilà, il y a plein de techniques différentes. J'ai pas marqué à pression, mais voilà, il y a plein de marégraphes qui existent déjà. Alors, on sait déjà faire en fait ça. Alors oui, mais il y a quand même des choses. C'est qu'un marégraphe, il est forcément associé à un observatoire de marée. C'est lié à des infrastructures terrestres. Alors, je sais qu'il y a des gens qui font de l'altimétrie. Ça peut servir à mesurer la position de la surface de l'eau, mais c'est pas un observatoire de marée qui est très localisé en fait. Ça fait des mesures de hauteur d'eau, mais c'est pas vraiment un marégraphe, quoi. Euh, donc voilà, tous les marégraphes qu'on a vus, tous les marégraphes qui étaient décrits, et ben en fait, ils étaient forcément liés à une infrastructure qui était sur Terre. Donc voilà, que ça soit un quai, que ça soit une structure particulière dans laquelle était le marégraphe et où il avait accès à l'eau. Mais du coup, on voit que ces mesures-là ne sont pas possibles au large. Alors, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais en fait, on peut faire des mouillages où on va mouiller des marégraphes pas à la côte, et du coup, on y arrive. On peut faire des levées hydrographiques, par exemple. Ça nous arrive à nous, au CHUM, de faire des levées pas du tout proches des côtes. On réduit de la marée avec un marégraphe qu'on a posé sur zone. Alors, du coup, c'est bon. Alors, c'est bon, mais en fait, le marégraphe qu'on met au large, il faut le caler. Il faut pouvoir propager le zéro hydro depuis quelque part à la côte jusqu'à ce marégraphe-là. Donc en fait, on est quand même obligé d'avoir une mesure de marée à la côte, même si on utilise seulement une mesure de marée qui est au large. Il faut qu'on arrive à transporter le zéro hydrographique depuis un endroit où il est défini, donc ça se fait à la côte, jusqu'à l'endroit où on va l'utiliser. Donc si on le fait au large, si on a un marégraphe qui est au large qu'on vient de mouiller, en fait, il faut forcément pouvoir le caler et donc propager le zéro jusque-là. Je fais un petit aparté sur le zéro hydrographique. Il y a quelque chose qui est assez important. Comme je disais ce midi à table, il y a des choses, on les comprend parce qu'en fait, on se parle vite. Mais en creusant, en fait, on se rend compte que, en fait, on parle pas tout à fait de la même chose. Je prends l'exemple du zéro hydrographique, il y a la même chose avec le niveau moyen, les plus basses mers astronomiques, etc.
Euh, Il y a un zéro hydrographique, c'est le premier. Si on fait un parallèle avec la géodésie, c'est ce qu'on appellerait un système. C'est-à-dire que c'est un concept. Voilà, qu'est-ce que c'est le zéro hydro? C'est le zéro commun aux cartes marines et aux prédictions de marée. Ça, il y a l'OHI qui donne cette définition-là. Je ne vais pas donner la référence, c'est pas écrit exactement comme ça, mais l'idée c'est ça. L'OHI a dit bah, le zéro des cartes marines, ça sera le même que celui des prédictions, et bah, on va l'appeler zéro hydro. Très bien. Mais dans les faits, ce concept-là, on le réalise. C'est-à-dire qu'on met en pratique ce concept et on vient fixer des choses. Donc par exemple, à Brest, on fait des mesures de marée, enfin, on a fait des mesures de marée, et on a dit à un moment, bah en fait voilà, le zéro hydro à Brest, il est tant de mètres sous ce repère. Et c'est ça qui définit le zéro hydro à Brest. On a fait la même chose à Toulon. Mais du coup, on a fait ça à Brest et à Toulon de manière complètement indépendante. Donc en fait, le zéro hydrographique qu'on a réalisé à Brest, c'est pas du tout le même que le zéro hydrographique qu'on a réalisé à Toulon. C'est deux zéros hydrographiques différents. Ça correspond à des réalisations différentes. Pour ceux qui font un peu de géodésie, ils comprendront le parallèle que je fais ici. Voilà, c'est-à-dire que les deux, c'est des zéros hydrographiques, mais c'est pas exactement, c'est pas la même chose, quoi. D'accord? Pour ceux qui font de la géodésie, il y a le système, ça correspond par exemple à l'ITRS. Ouais, c'est un système, voilà, on a des stations, très bien, il y a un certain repère, ok. Et après, on vient déterminer la position de cette station, on vient déterminer bah, comment le repère il se trouve dans l'espace, il y a des mesures qui sont faites, etc. Et du coup, les réalisations, ça correspond aux différents ITRF. C'est un peu le même principe ici. Et en fait, la dernière ligne, le zéro hydrographique Battielli version 2. Alors Battielli, c'est un produit qui vient déterminer la hauteur ellipsoïdale du zéro hydrographique sur, du coup, c'est quelque chose de surfacique. Je crois que la diapo d'après parle de ça. Voilà. Donc Battielli, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est, voilà, vous voyez, j'ai dû me tromper de touche. Voilà, on revient en arrière. Ou pas. C'est bon, voilà. Donc en fait, vous voyez ici, là, il y a une grille régulière. Alors, comme ça, on voit peut-être pas bien. En fait, c'est plein de points. Hein. C'est pas une surface continue, c'est plein de points. Et en chacun de ces points, ben, en fait, la hauteur ellipsoïdale du zéro hydrographique a été calculée. Et le produit Battielli, ben, en fait, c'est ça. C'est cette grille qui est disponible. Vous pouvez la télécharger gratuitement sur data.chaume.fr et sur l'espace de diffusion. Donc voilà, ça vous donne une carte du zéro hydro par rapport à l'ellipsoïde. C'est une réalisation qui est surfacique, contrairement à s'il y a déjà des gens qui ont utilisé le RAM par exemple. Donc le RAM, c'est référentiel altimétrique maritime. C'est une liste de tous les zéros hydrographiques qu'on a réalisés. Et vous pouvez voir à chaque fois la cote qu'il y a entre les zéros hydrographiques et la référence altimétrique qui est en vigueur à cet endroit-là. Voilà. Et dans les objectifs de Battielli, c'est de réussir à faire des changements de référence verticale. Donc je suis ici, je veux passer d'une hauteur ellipsoïdale au zéro hydrographique. En fait, je peux utiliser le produit Battielli pour faire ça. Voilà. Si je fais un levé, par exemple, à l'ellipsoïde, donc ERS, c'est ça, Ellipsoid Reference Survey. Si je fais un levé à l'ellipsoïde, donc je détermine la position du fond par rapport à l'ellipsoïde ici, je veux ramener ça au zéro hydrographique, je peux utiliser cette surface pour pouvoir faire ça. Voilà, c'était un petit aparté. On va aller taper dans des trucs un peu plus péchus. Vous inquiétez pas, il n'y a pas d'équation, c'est juste des flèches. N'ayez pas peur, ne quittez pas la salle. Normalement, d'ailleurs, c'est verrouillé. Alors, un petit peu de théorie. Alors, il y en a, voilà, il y en a dans la salle, ils ont déjà vu cette figure-là et la suivante plusieurs fois. Je suis désolé. Alors, voilà, ce que vous voyez, je suis pas très bon en dessin, j'espère que ça se voit. Là, il y a un bateau, et en bleu, c'est la surface de l'eau. Il y a un point particulier sur le bateau qui correspond au point de référence d'une antenne GNSS qu'on va avoir mis dans la mâture du bateau. Et quand on branche un récepteur GNSS sur une antenne, il peut nous donner la hauteur ellipsoïdale du point de référence de l'antenne sur lequel il est branché. Donc en fait, ça correspond à cette flèche-là. Tout en bas, c'est l'ellipsoïde. Et voilà, cette distance-là, en fait, c'est ce que nous donnerait un récepteur GNSS si on le branchait sur l'antenne qui était en mâture. Ok, très bien. Maintenant, on va essayer d'exprimer cette hauteur ellipsoïdale d'une autre manière. Et pour ça, il y a un peu plus de flèches. On va passer par ailleurs.
On va passer par les bras de levier du porteur. Alors, les bras de levier, du coup, ils sont exprimés depuis un point particulier du porteur qui s'appelle le SRP, pour Ship Reference Point. C'est le point, c'est le centre du repère navire. Donc, du coup, les bras de levier, ils sont mesurés sur les porteurs. Et ça, on les connaît dans le repère navire. D'accord? Dans un repère qui est fixe par rapport au navire. Et en fait, connaître la matrice de passage qu'il y a entre le repère navire et le repère local, en fait, ça c'est accessible via une mesure de cap roulis-tangage, donc une mesure de latitude. Ça nous donne la matrice qui permet de passer du repère navire au repère local. Donc en fait, les bras de levier, même s'ils sont exprimés dans le repère navire, en utilisant latitude, on est capable de déterminer par exemple juste la composante verticale de ce bras de levier là. Donc là, ça nous amène jusqu'au point de référence du bateau. Maintenant, on va utiliser la définition d'autres effets pour pouvoir aller jusqu'à l'ellipsoïde. Alors, il y a des trucs un petit peu techniques, je vais aller assez vite. Pour pouvoir aller du ship reference point jusqu'à la surface de l'eau, on va utiliser d'abord une définition, ça s'appelle la waterline. C'est la distance qu'il y a entre le ship reference point et la surface de l'eau si il n'y a pas de variation du tirant d'eau, qu'il n'y a pas d'attitude. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc voilà, et ça c'est purement une définition. Ensuite, on va utiliser, il y a différents effets en fait qui viennent perturber le tirant d'eau du bateau. C'est par exemple une variation qui est due à une variation de masse. Vous mettez du gasoil dans votre bateau, vous faites un tout droit pendant 24 heures à fond les ballons, vous allez utiliser du gasoil pour vous déplacer, du coup vous allez alléger en fait votre bateau. Comme il va s'alléger, du coup il va flotter plus haut parce qu'il va avoir perdu de la masse. Ça s'appelle le delta draft, ou enfoncement statique. Il y a un autre effet qui a été un petit peu abordé dans la présentation sur la nappe ce matin, le dynamic draft. Donc, en fait, quand un bateau avance à travers une masse d'eau, il va avoir tendance à s'enfoncer. Donc en fait, il y a une relation entre la vitesse de déplacement à travers le volume d'eau et l'enfoncement du bateau. Et ça s'appelle le dynamic draft. Donc c'est une variation du tirant d'eau qui est juste liée à la vitesse du porteur. Alors, il y a un autre effet que j'ai pas mis, qui est beaucoup plus petit, qui à mon avis est négligé par beaucoup de gens. C'est ce qu'on appelle le density draft. Si on prend un bateau, qu'on le met dans de l'eau douce, il va pas flotter, il va pas avoir un tirant d'eau qui sera identique si on le met à Brest dans l'eau. De par la variation de densité de l'eau, on va avoir une variation de l'enfoncement du bateau. Donc ça figure pas ici, mais c'est une flèche qui serait dans le même esprit que celles qui sont là. Ensuite, là, on a réussi à aller jusqu'à la surface de l'eau. Notre porteur, ce qu'il peut faire, c'est à cause de la houle, à cause des vagues, à cause du clapot, il peut avoir sa position verticale qui oscille autour d'une position d'équilibre. Ça s'appelle le pilonnement. Ça peut être mesuré par une centrale inertielle, par exemple. Ensuite, de la surface de l'eau jusqu'à un truc que j'ai appelé référence hydrographique. Ici, ça peut être le niveau moyen, ça peut être le niveau des plus basses mers astronomiques, le niveau des plus hautes mers astronomiques. Très souvent, on utilise quand même le zéro hydrographique, parce que la distance entre le zéro hydrographique et la surface de l'eau, en fait, ça c'est donné par un marégraphe. Donc en fait, ces deux flèches-là, marée prédite plus surcote, c'est ce qu'observe un marégraphe. Si on prend ici comme référence hydrographique le zéro hydrographique. Et enfin, en fait, pour pouvoir aller de cette référence hydrographique jusqu'à l'ellipsoïde, il y a Battielli. Alors il y a des produits concurrents. Battielli, c'est la version française. Il y a des produits qui existent aux États-Unis, etc., qui ne s'appellent pas Battielli, mais le concept c'est la même chose, c'est de donner la hauteur ellipsoïdale de la référence hydrographique qu'on considère. Il y a des effets ici en plus, je ne vais pas en parler, c'est un peu péchu, je vais pas en parler. Là, du coup, ce qu'on a réussi à faire, c'est à déterminer la hauteur ellipsoïdale du point de référence de l'antenne de deux manières différentes. On a vu tout à l'heure avec la hauteur ellipsoïdale, et puis là, avec la somme de toutes les flèches, là, on arrive à aller depuis la RP jusqu'à l'ellipsoïde. Donc en fait, on est capable d'exprimer la même chose de deux manières différentes. Et ça, en fait, si on fait la différence entre ces deux trajets-là, en fait, ça fait 0. Ça fait 0 tout le temps, parce que ce dessin-là, je ne l'ai pas dessiné pour un moment particulier, et ça fait 0 partout. C'est-à-dire que si on prend le bateau et qu'on le met ailleurs, en fait, la somme de toutes les flèches, ça doit aussi tout le temps faire 0. Et le principe, en fait, derrière les bouées GNSS, parce que c'était quand même ça à la base de la présentation, c'est qu'en fait, si on omet un effet et qu'on fait la somme de toutes les autres flèches, en fait, on est capable d'estimer l'effet qu'on n'a pas mis dedans.
Donc, je reviens juste en arrière, ou pas. Il faut pointer l'écran, comme ça. Ah ouais, ça marche. Alors, que je me trompe pas, c'est ça. Voilà, en fait, si on nommait ces deux effets-là, là, sur cote et marée prédite, et qu'on mesure tout le reste, donc la hauteur ellipsoïdale compris, mais en fait, on est capable d'estimer ça en faisant la somme de tous les effets. Donc c'est basé sur, sur ce fonctionnement-là que vont marcher les bouées GNSS. Le but, c'est de mesurer la marée, mais en fait, pour ça, on va mesurer tout le reste. On va faire la somme, et ça va donner la marée. Alors ça paraît un peu magique comme ça, c'est pas forcément simple. Il faut mesurer tout ça. Alors il y a quand même des trucs qui sont assez pratiques, hein. Par exemple, une bouée GNSS, il y a de grandes chances que sa masse ne varie pas. Il y a aussi de grandes chances que la vitesse de la bouée soit égale à 0. Donc du coup, il n'y a pas d'effet qui soit lié, il n'y a pas de variation du tirant d'eau en fonction de sa vitesse de déplacement. Les bras de levier, c'est assez bien maîtrisé, etc. Du coup, au chaume, qu'est-ce qu'on fait dans ce domaine-là sur les bouées? Donc vous avez là en primeur en fait un rendu des dernières versions de bouées GNSS qui vont arriver chez nous avant la fin de l'année. Donc c'est des bouées GNSS. Alors normalement il y a des animations pour pas que vous soyez surchargé directement par le texte. Donc c'est là qu'il faut lire en premier. Donc les dimensions, voilà, la bouée, c'est un tétraèdre régulier qui fait 2,50 m de côté. Donc la distance qu'il y a entre deux flotteurs là, c'est de 2,50 m. Le centre des cylindres, l'axe des cylindres est séparé de 2,50 m. Et la distance qu'il y a à peu près entre la ligne de flottaison sur ce cylindre et le point de référence de l'antenne, ça fait aussi à peu près 2,50 m. Pour vous donner un peu une idée du volume que ça fait, de la masse que ça fait 250 kg. Donc la bouée que vous avez vue peut-être dans la salle où il y avait du matériel qui était exposé, elle faisait un poids qui était beaucoup plus petit que ça. Et les dimensions, on est presque sur quelque chose qui est 2 fois plus gros. La charge utile, donc la partie capteur qui est à l'intérieur, il va y avoir un récepteur GNSS qui est capable de traquer GPS, GLONASS et Galileo sur plusieurs fréquences. Au moins 2 fréquences par constellation, ça sera même plus pour Galileo. Il y a une antenne GNSS que vous voyez ici, c'est une antenne GNSS, ce type d'antenne-là, on peut les retrouver sur des stations permanentes, par exemple les stations du RGP. Il y aura aussi un indicateur d'attitude, donc le but c'est d'avoir cap roulis tangage de la bouée avec une incertitude meilleure que 1 degré. Et enfin, alors là on ne le voit pas du tout, il y a un capteur radar qui est ici et qui va taper la surface de l'eau. L'objectif c'est de déterminer le tirant d'air ou le tirant d'eau de la bouée. Alors on voit qu'il y a aussi des échelles de marée sur les flotteurs. Le gros problème qu'on a toujours eu avec les bouées GNSS, c'est qu'on arrive à déterminer la position du point de référence de l'antenne de manière assez précise par un traitement GNSS. Par contre, et on connaît bien les bras de levier, super. Par contre, le tirant d'eau, en fait, là, on se prend facilement 2-3 cm parce que la lecture sur les échelles de marée est assez compliquée. Quand il commence à y avoir un peu de clapot, etc. La mesure, elle a une incertitude qui n'est pas si faible que ça. Donc l'idée, c'est de mettre un radar pour avoir une mesure beaucoup plus objective du tirant d'eau de la bouée. Ensuite, à l'intérieur de ces bouées, il va y avoir de quoi transmettre en temps réel ou en temps légèrement différé des données. Alors que ce soit de la télémétrie ou que ce soit les données qui ont été acquises par la charge utile, via un modem 3G 4G. C'est une bouée qui sera autonome en énergie, c'est-à-dire que on sera pas, les bouées actuellement ont une autonomie qui est finie. Il n'y a pas de panneau solaire pour recharger ou autre chose pour recharger les batteries. Donc en fait, on la met à l'eau, elle fait son acquisition et on la relève avant qu'elle ait plus de batterie, ou alors on la relève et on a découvert qu'elle a plus de batterie et du coup on vient vider les données qu'il y a dedans. Là, le principe, c'est la bouée reste à l'eau. Et comme on a envie de récupérer les données avant de récupérer la bouée elle-même, du coup, il y a un lien pour récupérer ces données-là.
il y a un ordinateur embarqué qui va faire des petites opérations sur les données qui sont enregistrées, comme par exemple la conversion en RINEX, le changement de l'entête des RINEX, éventuellement de certaines opérations comme par exemple retirer certaines constellations, décimer les données à un autre pas de temps avant de les envoyer. C'est-à-dire qu'il va y avoir une acquisition qui va être faite avec une cadence relativement élevée, avec le plus d'observables possible, mais ça ne sera pas ces données-là qui seront envoyées, ça sera un sous-échantillon de ces données-là, pour ne pas saturer les transmissions. Et enfin, il y a un stockage qui nous permet de stocker des données pendant très 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 longtemps. Il y a plus que 500 gigas de données à l'intérieur, donc on peut stocker plus qu'un an de toutes les données qui sont là à toutes les cadences maximum. Le but, c'est vraiment qu'on puisse stocker les données avec la meilleure résolution temporelle possible et on envoie à terre ce qui nous intéresse. Et enfin, pour la sécurité de la navigation, ces bouées-là vont être équipées d'un flash pour qu'il soit visible quand la visibilité sera réduite, et d'un transpondeur AIS pour pouvoir signaler sa position à tous les usagers de la mer. Et tout le monde sait ce que c'est qu'un AIS ou peut-être pas? Non, pas du tout. Tous les gros porteurs sont obligés de porter un système de ce type-là. Ça marche. Tous les porteurs en fait envoient dans leur voisinage leur information de position. Donc c'est-à-dire que même s'il n'y a pas du tout de visibilité sur les systèmes de passerelles embarquées, ben en fait on peut voir apparaître sur notre écran, soit l'écran radar, soit l'écran de l'EC10, sur l'écran de carte électronique, on peut voir superposer la position des bateaux qui sont autour de nous. Donc là en fait cette bouée-là sera capable de diffuser sa position. Alors c'est une position approchée, hein. Enfin, ce sera de l'EGNOS dedans, donc c'est quelque chose qui est métrique, hein, en temps réel. Donc elle sera capable de diffuser sa position aux usagers de la mer qui sont autour, par exemple pour pas qu'un ferry vienne se prendre la bouée ou des choses comme ça, quoi. Les données qui sont acquises par cette bouée vont être envoyées à terre et il va y avoir des traitements qui vont être réalisés sur les données qui sont envoyées. Le but, c'est de réussir à faire deux solutions avec les données envoyées. La première, une solution dite rapide. Le but, c'est de produire une hauteur d'eau la plus fiable possible à J+1. Pour ça, en fait, on va recevoir les données brutes qui vont être envoyées par la bouée avec un délai de maximum 1 heure. Donc l'acquisition se fait et chaque heure, il y a des données qui sont envoyées à terre. Donc dans les données brutes, il y a les RINEX acquis par le récepteur GNSS et aussi tout ce qui est tirant d'eau, tout ce qui est attitude. Ensuite, il y a une chaîne de traitement qui va nous faire tout d'abord une solution en PPP avec une résolution temporelle de 15 minutes. Et ensuite, alors résidu, c'est toutes les flèches que je vous ai montrées juste avant là. La solution PPP, ça va nous donner juste la hauteur ellipsoïdale de l'ARP. Donc dans les résidus, il y a corriger de latitude, corriger de Battielli, corriger du pilonnement, corriger de la waterline, etc., etc. Et enfin, les données, une fois traitées, donc la marée qui sera mesurée de cette manière, va être envoyée sur datapoishome.fr. Comme les marégraphes RefMar, en fait, vous verrez les données de la bouée qui vont arriver comme ça. Et enfin, il y aura une solution finale, encore une fois, basée sur des données brutes qui vont arriver du coup en même temps que les autres. Mais le traitement, il va commencer 18 jours après le temps réel. Pourquoi autant de temps? C'est pour avoir les produits finaux d'orbite et d'horloge. Et le but, c'est de faire une solution PPP, mais en fixant les ambiguïtés sur des entiers. Et là, on aura une hauteur d'eau toutes les 30 secondes. Et encore une fois, la même chose, on corrige des bras de levier, on corrige de latitude, on corrige de Battielli, et on diffuse les données sur Datashome. Voilà. Ah, c'est une bonne question. L'objectif, c'est d'avoir un coût qui soit moins cher qu'une cage marégraphe équipée avec un marégraphe, un largueur et le prix de la cage. Oula. Et donc, l'ordre de grandeur, c'est inférieur à 35 kg. Bonjour, Gilles Hervé du Port de Rouen.
J'ai vu dans votre bouée, si je ne me trompe pas, il n'y a qu'un seul moyen de communication, c'est 3G, 4G. Ouais. Parce qu'en fait, la couverture 3G, 4G en bord des côtes n'est pas toujours satisfaisante, on n'a pas une portée très grande, ce qui veut dire que c'est une bouée qu'on mettra à terre, ou tout du moins pas très loin. Alors, effectivement, le schéma que je vous ai montré avec toutes les flèches là, je vous ai dit on peut le dessiner partout. Et puis je vous ai dit juste avant, en fait c'est bien les bouées parce qu'en fait on peut les mettre n'importe où. Ce qui nous limite actuellement, c'est la possibilité d'envoyer les données brutes à terre pour pouvoir faire un traitement. La plus grande allonge qu'on peut avoir à la vue de la quantité de données qu'il y a à envoyer, aujourd'hui c'est 3G, 4G. Le modem 3G, 4G qui est dedans, c'est pas juste un vulgaire téléphone qui est dépioté et puis voilà. C'est une entreprise qui est spécialisée en fait dans la confection de modems dédiés. En fait, ils font ça sur des bateaux. Il y a des bateaux de la route du Rhum, par exemple, qui sont équipés de leur système. Ils peuvent aller jusqu'à 20 nautiques d'une antenne relais. Alors, il y a quand même quelques conditions, mais en gros, voilà, l'ordre de grandeur, il est là à peu près. Donc on a une allonge quand même qui est assez importante. Alors effectivement, il y a des endroits où il n'y a pas de 3G, 4G, bah c'est pas là où on va aller la mettre en fait. C'est très compliqué de réussir à transmettre, ça génère beaucoup de données en fait. Des Rinex même à 30 secondes avec 3 constellations, avec je sais pas, peut-être 10-15 observables en tout. C'est très gros. De latitude, c'est gros. Alors ça se compresse, mais ça reste gros à envoyer chaque heure par radio. Il n'y a pas de débit suffisant et en plus ça va mettre un plat à la batterie. Par satellite, c'est pas possible parce que c'est trop gros. Enfin voilà, il y a vraiment un gros problème, c'est la transmission des données, réussir à les envoyer depuis la bouée jusqu'à la Terre. Donc voilà, pour l'instant, la longe, en fait, la bouée, on pourrait la mettre au milieu de l'océan Pacifique. Elle fait ses mesures, mais il faut réussir à envoyer les données en fait à Terre, quoi. Donc voilà, pas loin des côtes, de côtes équipées de relais 3G, 4G, ça devrait pas poser de problème. Attends, au milieu de l'océan Pacifique, c'est pas une bouée dérivante? Alors oui, alors, on peut la laisser dériver. Le mieux quand même pour les usagers de la mer et puis pour préserver la vie de la bouée, c'est quand même oui, qu'elle soit ancrée effectivement et qu'elle se déplace pas beaucoup, quoi. Au niveau de l'ancrage de la bouée là, sur la ligne de mouillage et des conditions de mer qu'elle pourra supporter, qu'est-ce que vous avez dimensionné en fait? Quels sont les dimensionnements? On a différencié deux choses. C'est la bouée pourra faire des mesures jusqu'à mer 3 et elle pourra survivre. Il faut qu'elle survive jusqu'à mer 5. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain état de mer, elle ne cherchera plus à faire de mesures à chercher à acquérir des informations pour calculer la hauteur d'eau. Le but, ça sera potentiellement de la récupérer. Elle aura peut-être subi des dommages. Et le but, c'est de sauvegarder la batterie pour pouvoir, s'il faut la récupérer, pouvoir la récupérer, quoi. Normalement, elle peut tenir une semaine en mode survie, quoi, donc où elle fait que de déterminer sa position et de la transmettre. Pour faire des mesures, normalement, c'est si elle n'a plus de panneau solaire, par exemple, je crois que c'est de l'ordre d'une journée ou quelque chose comme ça. Au-delà de ça, en fait, après, elle s'éteint, elle n'a plus de batterie. Alors, le mouillage est un peu complexe, ça va dépendre du marnage et ça va dépendre de la profondeur. Le but, c'est d'avoir un mouillage tendu. Alors, je fais un dessin en light painting. Donc, un mouillage tendu et en fait, depuis la surface, il va y avoir un amarre, un bout flottant jusqu'à la bouée. Donc, le but, c'est de ne pas tirer dessus verticalement, mais de tirer dessus horizontalement. Ça, c'est pas grave, ça biaise pas la mesure. Donc du coup voilà, un mouillage tendu. Alors soit par fort marnage, c'est des mouillages un peu compliqués où en fait il y a une histoire de contrepoids pour réussir à bien tenir sur place. Si par exemple c'est mouillé en Méditerranée, il n'y aura pas besoin de ce type de contrepoids. Vu le marnage, un mouillage tendu direct, il y aura un poids et puis de la flottaison en haut suffira, quoi. Donc après voilà, un mouillage flottant, un bout de flottant pour amarrer la bouée à de la flottaison qui est en surface. En bout de bras, c'est-à-dire l'anneau d'amarrage sur la bouée? Ah, il y en a un sur chaque flotteur. Okay. Alors la mise à l'eau et la récupération, c'est quelque chose de complexe qui a été, sur lequel il a fallu passer pas mal de temps. Et donc oui, il y a des anneaux un peu partout pour justement mettre à l'eau, récupérer et mouiller fixer sur un mouillage, quoi. Avec tous ces paramètres, est-ce qu'on peut en déduire la houle? Alors, c'est une bonne question. La houle, elle sera principalement
Elle sera principalement visible en fait avec le capteur de pilonnement qui est à bord de la bouée. Il y a un accéléromètre qui est capable de mesurer le pilonnement. Par mesure GNSS, on va pas avoir une cadence, enfin on va pas chercher à avoir une cadence qui est supérieure à 1 Hz. Donc du coup, restituer de la houle, ça va être un peu compliqué, surtout si la période est courte. Donc voilà. L'objectif n'est pas de sortir la houle. Je ne sais pas si vous avez vu, en fait, sur les flotteurs de la bouée, il y a des espèces de disques en bas. Le but, c'est qu'elles pilonnent le moins possible. Le pilonnement, c'est un signal qui est assez compliqué à mesurer. On essaye de s'en affranchir au maximum. Donc du coup, la houle, c'est vraiment pas du signal qui nous intéresse. Donc du coup, voilà, c'est pas... Ça va pas servir de houlographe, quoi. Puisqu'on a le temps, c'est quoi cet effet de croûte là? Vous pouvez nous en parler du coup? Ah, d'accord. Alors, ok, très bonne question. Fermer la salle à clé. Alors, là-dedans, il y a plusieurs choses. Ce que j'ai appelé effet de croûte, en fait, c'est la somme de plein d'effets. C'est tous les effets qui font bouger la croûte terrestre pour des raisons géophysiques. Par exemple, la marée terrestre, la surcharge océanique, la surcharge atmosphérique, la marée polaire. Bon, il y a plein de petits effets. Voilà, tous ces effets-là, en fait, quand on fait un traitement en PPP, on est positionné dans un repère, et ce repère-là, c'est le repère je fais une phrase qui n'est pas bien là. Quand on fait du PPP, on est positionné dans le repère qui est utilisé par les produits d'orbite et d'horloge. Donc dans le cas là, on sera positionné dans une réalisation de l'ITRS. Et mesurer la hauteur ellipsoïdale quand on fait du PPP, en fait, ça nous donne, on voit en fait les effets, on voit ces effets-là, on voit la marée terrestre dans le signal. Nous, on veut le retirer. Ce qui nous intéresse, c'est la marée, c'est pas la marée plus la marée terrestre. Donc du coup, il faut qu'on retire cet effet-là. Pareil pour la surcharge océanique, il faut aussi qu'on la retire. C'est des effets, en fait, si vous allez sur le site du RGP et que vous regardez les séries temporelles des stations, de la même manière, ils ont retiré ces effets-là du traitement. Ou plutôt, on va dire, ils ne sont pas visibles dans les traitements qui sont réalisés. C'est exactement ça qu'on veut, nous, quand on veut déterminer la marée. Quand vous déterminez la marée avec un marégraphe, votre marégraphe, il est à la côte, fixe par rapport à la côte. Donc du coup, quand le signal de marée terrestre fait bouger la côte, en fait votre marégraphe il bouge avec, et ce que vous déterminez, c'est vraiment la distance qu'il y a entre votre marégraphe, entre la croûte et l'eau. Donc en fait, vous ne voulez pas voir le signal de marée terrestre. Là, c'est exactement pareil. Quand on détermine la hauteur ellipsoïdale ici, il faut qu'on retire la marée terrestre, les surcharges océaniques, atmosphériques, etc. Donc si on fait du traitement différentiel, comme je vais parler du PPP, si on faisait du traitement différentiel, potentiellement, alors voilà, à 20-30 km des côtes, c'est faisable. C'est la même marée terrestre qu'il y a entre la station de référence et le mobile. Donc du coup, dans la technique de différentiel, il n'y a pas besoin de corriger de ça, parce que en fait, les deux bougent ensemble. Donc en fait, on ne voit pas, dans la hauteur ellipsoïdale qu'on calcule, on ne voit pas cet effet-là, quoi. La station de référence et notre bouée bougent ensemble, enfin, subissent la même marée terrestre, donc en fait, il n'y a pas de correction à apporter, quoi. Pourquoi tu privilégies le PVP par rapport au différentiel? Alors le PVP, l'objectif, c'était vraiment d'aller le plus loin qu'on pouvait des côtes, et donc du coup, pas de station de référence, et donc du coup, un traitement PPP, du coup, est beaucoup plus simple à mettre en œuvre qu'un traitement différentiel sur des lignes de base qui sont très longues, quoi. Ouais. Donc voilà. Ce qui nous limite, c'est vraiment les communications. On pourrait la mettre beaucoup plus loin. Ouais. C'est juste les communications qui nous embêtent, quoi.